Bienvenue au Jardin des Plantes, ici dans l'ancienne bibliothèque de la Galerie de Minéralogie, au Jardin des Plantes à Paris. Nous sommes au-dessus de l'exposition permanente Trésors de la Terre, mais juste en face, dans la Galerie de l'Évolution, nous avons concocté pour vous une exposition qui s'appelle Pierres précieuses, qui est malheureusement fermée en ce moment à cause de la pandémie, mais nous espérons qu'elle va rouvrir très très bientôt. Dans cette exposition, nous y voyons notre sélection de 550 pièces et objets, comprenant aussi bien de magnifiques cristaux, des géodes mystérieuses, des objets d'art qui ont été travaillés sur les 7 continents, depuis Cro-Magnon jusqu'à des œuvres contemporaines, de façon à illustrer les différents emplois des pierres précieuses et quels sont nos savoirs, qu'ils soient scientifiques ou artistiques, autour des pierres précieuses. Mais autour des pierres précieuses, il y a aussi des savoirs littéraires. Et dans la troisième partie de l'exposition, nous abordons le Paris de l'avant-garde des plus belles pierres, en quoi Paris a toujours été en avance pour la valorisation des plus beaux minéraux, que ce soit des minéraux naturels ou des pierres taillées montées en bijoux, mais pas que. Et en particulier, dans les années 30, à Paris, nous avons eu la chance d'avoir toute une série de personnages qui ont transcendé la vision des minéraux, qui ont fait passer les minéraux, je dirais, d'un objet de science vers des objets de littérature et d'art, ce qui est absolument inhabituel, notamment dans la culture française où, précédemment, les minéraux étaient essentiellement des objets utilitaires, des objets de science. Et alors, de façon à mieux comprendre cette langue des pierres, entre guillemets, qui a été vraiment transcendée dès les années 30 sur Paris, notamment par 2 grands auteurs, André Breton et Roger Caillois. J'ai l'immense plaisir, l'honneur et le privilège, comme on dit, d'accueillir maintenant Émilie Frémont. Émilie Frémont, vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et je crois que vous avez donc écrit et soutenu, défendu donc une thèse qui s'intitulait L'inventaire et aventure d'une pensée de la nature, en 2 tomes. Et qui a été publié sous le titre Le surréalisme au grand air, dont un premier tome apparu. Et on attend bien sûr le second tome imminemment, bien sûr. Alors vous avez prononcé le mot magique, je crois, qui va être un grand fil conducteur de votre présentation, le surréalisme, et en particulier le pape du surréalisme, André Breton. Alors, Langue des pierres, le titre que j'ai choisi de donner à cette conférence, je l'emprunte à un article d'André Breton paru en 1957 dans une revue du groupe surréaliste, Le surréalisme même. C'est donc un texte tardif d'après-guerre. Breton remarquait qu'au cours d'une vie, ce qui nous éloigne des pierres semble peu à peu se résorber, mais jugeait utile de préciser. C'est sans les arrêter le moins du monde que les pierres laissent passer l'immense majorité des êtres humains parvenus à l'âge adulte, mais ceux que par extraordinaire elles retiennent, il est de règle qu'elles ne les lâchent plus. Il semble bien que les pierres aient arrêté sur leur passage André Breton tout autant que Roger Caillois pour ne plus les lâcher. Ces 2 hommes que sépare une génération se sont fréquentés assidûment entre 1932 et 1934 pour se séparer et se retrouver à la faveur de l'exil pendant la guerre, mais à la faveur aussi d'une série d'intérêts communs. Un simple coup d'œil sur la collection d'André Breton et sur celle de Roger Caillois suffit toutefois à montrer que ce compagnonnage avec les pierres, dans l'intimité du cabinet, ne s'exerça pas avec la même fièvre et ne prit pas tout à fait la même forme. Nous aurons l'occasion de nous en apercevoir. Comme il existe un langage des fleurs, une langue des oiseaux, cette langue cryptée entièrement fondée sur des analogies phonétiques qui fut pratiquée par les alchimistes, il existerait donc une langue des pierres. Faut-il donc, pour saisir cette langue des pierres, avoir été initié à ces mystères? Ou suffit-il d'accepter que les pierres, ces muettes absolues, comme les appelait Caillois, aient quelque chose à nous dire? Et s'il existe une langue des pierres, faut-il croire avec Victor Hugo que tout parle parce que arbre, roseau, rocher, tout vit? Ou
que dans un monde désenchanté, la langue des pierres est avant tout celle d'un sujet aux prises avec le mutisme et l'insignifiance du réel? J'essaierai de répondre à ces questions. Dans le cadre de l'exposition Pierres précieuses, et parce que les pierres ont été, à des titres divers, de précieux relais dans la pensée des deux hommes, Roger Caillois et André Breton, j'aimerais donc examiner ce dialogue, tantôt réel, tantôt virtuel, entre les deux hommes, travailler à les rapprocher avant d'examiner leur langue des pierres. André Breton, faisons un peu d'histoire, recrute Roger Caillois alors que ce dernier est encore un jeune homme en 1932, à la suite d'une enquête sur les goûts des élèves de classe préparatoire. Rappelons un fait simple, André Breton est né en 1896, Roger Caillois en 1913, ils ont donc 17 ans d'écart. Mais Caillois quitte le groupe fin 1934, à la suite de l'épisode des haricots sauteurs dont, selon l'aveu de Caillois, on a eu tendance à surestimer la valeur symbolique. Caillois qui d'ailleurs a jugé bon de revenir à plusieurs reprises dans sa vie sur cet épisode. Alors qu'en est-il de cette querelle? Nous sommes au café et l'un des surréalistes a rapporté du Mexique de mystérieux pois, haricots, de la grosseur d'une noisette, qui sautent tout seuls. Caillois est fasciné, comme Breton, mais voudrait s'assurer que le mystère ne s'explique pas tout simplement par la présence d'une larve à l'intérieur des pois, comme vous le voyez à l'écran. Pour s'en assurer, Roger Caillois demande donc qu'on ouvre ces haricots. Breton, au contraire, refuse et préfère s'émerveiller du phénomène, en exploiter d'abord toutes les ressources poétiques. Le lendemain de cette soirée, Caillois écrit une lettre à Breton et quitte le groupe. Ce groupe qui est accusé de préférer la poésie à l'investigation, autrement dit, de continuer à faire de la littérature alors qu'il était bien question pour le surréalisme après Dada de liquider la littérature. Chacun, évidemment, des partisans de Breton ou de Caillois a eu intérêt à creuser les différences, alors que dans cette lettre de rupture, rappelons-le, Caillois reconnaissait, je le cite, un nombre élevé de postulations communes. Cet épisode des haricots sauteurs a fait les délices d'une certaine histoire littéraire et je pense que lorsqu'on connaît cette histoire, on en a à peu près lu plusieurs versions. Moi, j'en connais déjà une dizaine. Et on peut citer par exemple la version de Jean Clair, qui écrit « On se souviendra de l'épisode en 1934 des haricots sauteurs du Mexique. Mis en présence de ces petits légumes agités de sautillements incohérents, Breton voulut y voir la manifestation d'une force mystérieuse, quelque chose comme des guéridons tournant de poche. Il fallut l'autorité de Roger Caillois pour lui faire admettre que la mobilité des petits pois était due à la présence, dans la cavité qu'ils avaient creusée, de petits insectes qui leur transmettaient leur agitation. » Même si Jean Clair, académicien comme Roger Caillois, propose là, on le voit bien, une version à charge, on voit aussi s'établir deux pôles qui devraient se repousser plutôt que s'attirer. Et de fait, on peut commencer par s'amuser à dresser un portrait croisé des deux hommes. C'est ce que je vous propose de faire pour le moment. Breton, étudiant en médecine, peu assidu, abandonne ses études au profit de la poésie et devient très vite sans emploi et devra souvent vendre un tableau ou un objet de sa collection pour vivre. Ici, vous le voyez au centre de l'écran, habillé en homme sandwich avec une formule tout à fait polémique. Et puis, j'ai choisi aussi une photo à droite, prise en 1948, où Breton pose à côté d'une statue de pierre dans le parc du château Lacoste, l'ancienne demeure du marquis de Sade. Au contraire, en face, qu'avons-nous? Eh bien, Roger Caillois, élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, normalien, bientôt agrégé de grammaire, qui va étudier les religions à l'école pratique des hautes études, puis haut fonctionnaire à l'UNESCO, où on le voit ici, et enfin académicien. D'un côté, on a un tenant du merveilleux. Le merveilleux est toujours adorable pour Breton. De l'autre, on a un tenant du fantastique et un fantastique qu'il espère irrécupérable, c'est-à-dire inexplicable. Avec Breton, on a une attitude parfaitement lyrique. De l'autre, une attitude profondément anti-lyrique. Ne serait-ce que dans les lieux qu'il fréquente, ils ne sont pas magnétisés par les mêmes choses. Faisant escale en Martinique en 1941, puis à Haïti, Breton est fasciné par la forêt tropicale et son délire végétal, c'est son expression. En face, en exil lui aussi, Caillois est au contraire fasciné en 1942 par la Patagonie,
qu'il décrit comme une étendue morne et inhospitalière, où semble s'incarner, selon lui, une loi de destruction universelle. L'un, poursuivons ce portrait croisé, l'un vit rive droite, dans le 9e arrondissement, dans un atelier d'artiste, derrière ce qui fut le théâtre des menus plaisirs. Vous le voyez ici, à gauche et au centre, un bâtiment réalisé par un architecte moderniste. Au contraire, Roger Caillois vit rive gauche, à côté du Champ de Mars, avenue Charles Floquet, dans un immeuble parfaitement bourgeois. Rentrons un peu plus dans l'intérieur de ces deux hommes. Le fameux mur de la rue Fontaine, qui est reconstitué au centre Georges Pompidou, tient beaucoup plus du cabinet de curiosité de l'amateur. Les pierres, on n'a pas forcément l'occasion de s'en rendre compte sur ces photos, mais sont sur le bureau, dans le mur, ce mur reconstitué. Elles sont conservées dans des boîtes de bonbons, tout simplement, des boîtes à cigares, bref, elles sont éparpillées. Au contraire, chez Roger Caillois, avenue Charles Floquet, que trouve-t-on? Vous le voyez, des pierres sur socle, derrière des vitrines, et on a beaucoup plus l'impression de voir la collection d'un minéralogiste, certes amateur. Si on compare ces deux collections, comme je me propose de le faire dans ce montage, d'un côté on trouve plutôt ce qu'on pourra appeler plutôt des bibelots, des œufs polis qui tiennent dans la main, peut-être en vertu d'un goût particulier chez Breton pour la forme de l'œuf, l'œuf philosophique de l'alchimie. Et on peut trouver également, comme vous le voyez en haut de l'image, des objets interprétés, comme ce souvenir du paradis terrestre qui a été monté sur socle. En face, eh bien, on le voit, avec Roger Caillois, on est beaucoup plus dans l'univers de la plaque sciée et polie, du côté des fragments de roche, et d'une variété, bien évidemment, sans aucune commune mesure. Avec Breton, on a finalement un cueilleur de pierres sur les plages, sur les bords des rivières, dans le Lot. Avec Roger Caillois, on a plutôt un acheteur de pierres qui a pu d'ailleurs consacrer des sommes très importantes à sa passion. Pour résumer, avec André Breton, on a un promeneur, un amateur, un chercheur de pierres, et on peut rappeler ici que l'épitaphe gravée sur la tombe du poète est « Je cherche l'or du temps ». Avec Roger Caillois, on a plutôt un esthète, un érudit, une sorte d'archiviste, mais aussi d'ascète qui observe les pierres dans un véritable exercice spirituel. Alors, ce qui les rapproche fondamentalement, par-delà leurs différences, c'est pourtant d'avoir eu le goût de la collection, mais aussi des paradoxes. Libérer l'inconscient pour André Breton, mais tout en ne cessant de légiférer. François nous a rappelé cette fameuse épithète de pape du surréalisme. Pour Roger Caillois, c'est refuser la littérature tout en ne cessant de s'y abandonner. Victoria Ocampo, amante et mécène qui eut une si grande importance dans la vie de Roger Caillois, raconte ceci, et je dois à Odile Felgin, biographe de Roger Caillois et traductrice de Victoria Ocampo, je lui dois de m'avoir communiqué la traduction inédite de ce témoignage que je vais vous lire. En 1966, Caillois confie à son ami son rêve de s'exiler dans un petit village perché d'Argentine dont vous voyez ici une image, Andalgalá, dans la région de Catamarca. Voici ce qu'ajoute Victoria Ocampo pour elle-même. « Je ne connais pas Andalgalá, mais je n'ai pas besoin de connaître ce petit village pour imaginer l'abîme qui le sépare de l'appartement de l'avenue Charles Floquet, en face du Champ de Mars, où Caillois vit entre ses livres et ses chères pierres domestiquées, je veux dire bien polies. Je suspecte que les abîmes attirent l'ami Caillois et qu'il les collectionnerait si c'était possible, s'ils pouvaient être rangés sur une étagère. » On pourrait donc dire, en reprenant cette belle expression, que Roger Caillois et André Breton furent deux collectionneurs d'abîmes. Entre eux, pourtant, les liens n'ont jamais cessé d'exister au-delà des conflits et jusqu'à la mort de Breton. De cela, il est facile de se convaincre. On peut s'en convaincre d'abord par les témoignages qu'a laissés Caillois, mais aussi par les dédicaces portées sur les livres qu'ont publiés les deux hommes et qu'ils n'ont pas manqué à chaque fois de continuer à s'envoyer. Du côté des témoignages, donc, voici ce que Caillois confie après la mort de Breton. «
Même quand j'ai eu quitté le groupe, je n'ai jamais cessé de ressentir une véritable complicité à l'égard des idées et plus encore des goûts d'André Breton. Et l'on sait que pour lui, dans les relations humaines, les goûts comptaient infiniment plus que les idées. Il n'y a aucun de mes livres qui ne lui doivent quelque chose de façon avouée ou secrète. Si l'une des pierres qui fascinèrent le plus Roger Caillois fut le quartz fantôme, on peut se risquer à penser que pour ce grand initié aux lois du fantastique, la figure de Breton pourrait avoir agi à la manière d'un spectre, d'un fantôme. Et vous voyez ici deux images qui pourraient être de l'ordre de ce que André Breton appelait un hasard objectif. Eh bien, mes recherches m'ont permis de mettre en regard ces deux photographies qui montrent les deux hommes dans une position strictement identique avec, à chaque fois, une agate œillée, si je ne me trompe. Mais François sera là pour me corriger. Alors ce quartz fantôme, j'en montre une image qui ne fait partie de la collection ni de l'un ni de l'autre, mais c'est une pierre qui a fasciné Roger Caillois. C'est encore de goût qu'il est question lorsqu'en 1954, Caillois dédicace à Breton un essai sur Saint John Perse, ce poète que le manifeste du surréalisme qualifiait de surréaliste à distance. Et voilà ce que Roger Caillois écrivait. Pour André Breton, cet ouvrage qui tend une fois de plus à prouver que nous avons souvent les mêmes goûts, mais que nous les justifions par des raisons parfois opposées, avec la fidèle amitié de Roger Caillois. Au-delà donc des divergences, dont Breton écrit à son ami en 1955 qu'elles sont pour lui finalement peu de choses, beaucoup de convergences et qui intéressent directement leur attention à la langue des pierres. Des goûts, donc. Commençons par cela. Les deux hommes ont de véritables totems communs. La chambre de Roger Caillois, telle qu'elle a été reconstituée dans l'exposition L'Univers de Roger Caillois en 1975, contenait notamment un miroir de sorcière, et celui que vous voyez à l'écran est celui qui se trouve dans la collection d'André Breton. On trouve également dans la chambre reconstituée de Roger Caillois, comme vous le voyez à la droite de l'écran, un masque d'escrime exactement du même type que celui qu'André Breton décrivait dans L'Amour fou et que vous voyez à la gauche de l'écran. On trouve également présent dans l'univers et l'intérieur des deux hommes une racine de mandragore. À droite, vous avez celle qui fut vendue lors d'une vente de la collection Alena et Roger Caillois. À gauche, vous avez celle de Breton qu'il intitulait « Aimé portant son père » et qu'il commente dans L'Amour fou. Ils ont également, ces deux hommes, pour les goûts qui les caractérisent, des lectures communes. Évidemment, tous deux connaissent les théories de Paracelse et sa théorie des signatures qu'ils évoquent à divers endroits de leur œuvre. Ce sont de grands lecteurs de Jules Verne, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est le même roman qui les fascine, à savoir Les Indes noires, peut-être parce que c'est un roman qui se déroule dans les souterrains d'une mine de charbon. Ils ont, en termes de bibliothèque, certains ouvrages communs. Ils ont lu Lotus de Paini, Jurgus Baltrusaitis et cet érudit de la fin du XVIIIe siècle, Gaffarel. Ils sont fascinés également par les phénomènes de minéralisation. Breton décrit la grotte des Fées, près de Montpellier, dont vous avez à l'image à gauche une vieille carte postale. Et puis, dans Le fleuve Alphée, l'autobiographie de Roger Caillois, il revient sur le prodige que constitue à ses yeux Adjanta, ces grottes, certes creusées par la main de l'homme, mais qui pour lui sont prodigieuses parce que c'est une sculpture paradoxale où l'on évide la matière. Ils ont, en plus de goûts communs, des idées communes. Et j'aimerais en voir quelques-unes. La première de ces idées, c'est celle d'un monde unifié, ramifié, qui serait parcouru de la même sève. L'expression est de Breton. Et dans l'observation des pierres, Caillois cherche comme Breton à surprendre des gages, des indices d'une unité du monde, ou encore, autre expression qui leur est commune, le sentiment d'un accord avec la sève générale. Voici comment, de cette idée de sève, on va aller vers cette image qui est à l'écran, celle du dragonnier. Roger Caillois évoque simultanément le cristal et le dragonnier, qui sont deux objets de la nature qui fascinent Breton et qu'il a largement commenté dans L'Amour fou. Eh bien, Caillois revient, dans l'un de ses textes,
sur ce dragonnier bifide qu'il compare à la nature. Et voilà ce qu'il écrit. « Le monde est un arbre pareil, une sève unique y circule, du tronc massif aux pâles surgeons. La même trame gouverne souterrainement la nature entière. » Et ce monde ramifié est en même temps, bien évidemment, un monde à déchiffrer, un cryptogramme. Les rubans de l'agate, les aiguilles du quartz, les bâtonnets du granit graphique, toute figure dans la pierre peut donc devenir un indice, un signe ou un appât, un mot qu'on trouve également chez les deux auteurs. Alors on se demande, un appât, mais pour quel guetteur? En quête de quoi? Et Roger Caillois parle même d'une chasse de Pan, ce dieu antique de la nature qui rendait fous ceux qu'il croisait. L'observation des pierres engage donc une relation herméneutique, une quête, mais aussi une expérience d'ordre initiatique, qui est vraiment commune aux deux hommes. Pourtant, il faut distinguer une chose. Pour Breton, les pierres constituent un appât, certes, mais parmi d'autres, c'est-à-dire un auxiliaire dans une quête qui est plus large. Parce que, rappelons-le, André Breton, comme les surréalistes, ont mené une réflexion sur l'objet dans les années 30, et l'exposition à la galerie Charles Raton en témoigne. Lorsqu'on regarde le catalogue des objets exposés, on trouve des objets naturels qui sont classés encore par règne minéral, règne végétal, mais ces objets ont pour voisins les objets mathématiques de l'Institut Poincaré, comme l'un des objets aujourd'hui les plus connus du surréalisme, à savoir la tasse en fourrure de Meret Oppenheim. Donc on le voit, les minéraux sont bien là, mais ils sont présents à côté d'autres objets. Pour Caillois, cette opération de déchiffrement s'engage au contraire de manière privilégiée avec les pierres, par défi et par dépit, dira-t-il, mais avec une forme de culpabilité. Déchiffrer, on va le voir, c'est encore imaginer, et cela ne va pas de soi pour Roger Caillois. Du point de vue des pierres, plus précisément, André Breton et Roger Caillois partagent aussi des idées qui sont plutôt, je dirais, des réticences. Tout d'abord, une réticence à user des appellations savantes des minéralogistes. Breton préfère les catégories élémentaires et non savantes, pierre fine, pierre dure, ou les catégories plus larges de l'occultisme. De manière générale, les pierres roulées ont sa faveur, et je pense que les images que j'ai montrées, le petit montage, en témoignent assez. Pourquoi la faveur est-elle accordée aux pierres roulées? Eh bien parce que, comme il l'écrit sur un petit brouillon qu'on a retrouvé, la pierre n'y est plus menacée dans ses angles ou par ses angles. Autrement dit, cette pierre polie, ronde, qui tient dans la main, elle n'est plus ni menacée ni menaçante. Et du coup, on peut mettre en relation cette préférence pour les pierres roulées avec cet extrait que j'ai retrouvé dans L'Amour fou, qui est une sorte d'incidente dans le texte. Voilà ce qu'il écrit au sujet du poète Pierre Reverdy. « J'ai toujours aimé ce nom, Pierre Reverdy, auquel j'ai dû jadis donner inconsciemment ce prolongement. Pierre qui ne roule plus, pierre qui amasse mousse. L'idée d'une telle pierre m'est visuellement très agréable. » Chez Caillois, cette réticence relève moins du refus que, je dirais, de la prudence et d'une posture d'humilité que l'on retrouve très souvent chez lui. C'est ainsi qu'on peut lire, à la fin de l'écriture des pierres, cette remarque. « Par souci de clarté, j'ai employé les mots agate, chalcédoine et onyx, non dans le sens précis, d'ailleurs assez mal fixé, qu'il aurait donné en minéralogie, mais dans celui qu'ils ont dans le langage courant. Enfin, je crains qu'il ne me soit arrivé d'user du terme de septaria pour des nodules qui n'en présentent que l'apparence et qui ne comportent pas en réalité de fissures de rétraction. » Autre réticence chez les deux hommes, une réticence à valoriser les gemmes, autrement dit les pierres précieuses travaillées, qui sont prises pour eux dans une industrie et une économie marchande. Sur les plages de Gaspésie, au Canada, découvrant les agates brutes, Breton les oppose d'emblée à la perle et affirme « La perle est gâtée à mes yeux par sa valeur marchande. » Parce que le chercheur d'agate, pour Breton, n'est pas un chercheur d'or. Sa fièvre est très différente, parce que, comme il l'écrit dans le cas de l'agate, l'objet trouvé n'est plus un moyen, mais une fin. Pour ce qui est de Caillois, pour mieux entendre cette réticence, je crois qu'il nous faut, pour la première fois, écouter un texte un peu plus long. Et je veux parler ici du texte qui inaugure
son premier recueil sur les pierres, paru en 1966, et la Dédicace. C'est ainsi que se nomme ce premier texte. Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. Personne n'en fit des palais, des statues, des bijoux. Elles ne sont ni utiles, ni renommées. Elles n'attestent qu'elles. L'architecture, la sculpture, la glyptique, la mosaïque, la joaillerie n'en ont rien fait. Elles sont d'avant l'homme, et l'homme, quand il est venu, ne les a pas marquées de l'empreinte de son art ou de son industrie. André Breton, d'ailleurs, ne dit pas autre chose lorsque, sur la plage de Percé, en Gaspésie, devant les fossiles de trilobites, il affirme « Il y a là, à travers tout ce qu'on foule, quelque chose qui vient de tellement plus loin que l'homme et qui va tellement plus loin aussi. » Mais reprenons la Dédicace de Pierre, qui donne un bon aperçu de la langue forgée par Caillois pour parler des pierres, une langue, je l'espère, on va l'entendre, cumulative, faite de phrases proliférantes, sans cesse relancées. Je parle des pierres, algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres, dards et corolles, orées du songe, ferments et images. De telles pierres, pans de chevelure opaque et raides comme mèches de noyer, mais qui ne ruissellent sur aucun temps, là où dans un canal bleu devient plus visible et plus vulnérable une sève. De telles pierres, papier défroissé, incombustible et saupoudré d'étincelles incertaines. Et puis à la fin de ce texte, voilà comment il qualifie son projet. Comme qui, parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique que l'art des jardins et celui des bouquets, et il lui resterait encore beaucoup à dire, ainsi, à mon tour, négligeant la minéralogie, écartant les arts qui des pierres font usage, je parle des pierres nues, fascination et gloire où se dissimule et en même temps se livre un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le destin d'une espèce passagère. En marge de la minéralogie, de l'histoire de l'art, des arts décoratifs, il restait donc, nous dit Roger Caillois, encore beaucoup à dire. À travers ce morceau de bravoure très rhétorique, il s'agit moins pour Caillois d'opposer l'amateur au savant que de laisser parler en lui le poète. Mais alors, de quoi parlent les pierres à l'oreille de celui qui veut bien les écouter? Caillois parle d'écriture des pierres, Breton de langue des pierres. Les pierres parlent-elles du temps long, de la naissance de l'univers ou de celui qui les regarde? A priori, les deux hommes semblent avoir fourni une réponse assez différente. Pour Caillois, les signes, figures, alphabets, dessins, qu'il voit apparaître dans ou sur les pierres, parlent de tout sauf de l'homme. Pour Breton, il ne parle que de lui. Ces signes ne valent en effet que pour celui qui part à la recherche des pierres, qui herborise dans une relation d'élection réciproque. Et voilà ce qu'on peut lire dans cet article, Langue des pierres, de Breton. Toute autre chose est, je n'y insisterai jamais trop, de manifester un intérêt de curiosité pour des pierres insolites, aussi belles qu'on voudra, mais à la découverte desquelles nous avons été étrangers, et d'être en proie à la recherche de loin en loin favorisée de la trouvaille de telles pierres, dussent-elles être objectivement éclipsées par les précédentes. C'est alors comme s'il y allait un peu de notre destin. Entre la pierre et nous, comme par osmose, vont s'opérer précipitamment, par la voie analogique, une série d'échanges mystérieux. On le voit bien dans cette citation, d'un côté, il y a la pierre qu'on achète, mais que l'on n'a pas contribué à rechercher, et de l'autre, la trouvaille, idée proprement surréaliste. À la question qu'on serait tenté de se poser ensuite, quels usages les deux hommes font-ils de cette langue des pierres, Caillois refuse de répondre clairement, parce que sitôt repéré une langue, il s'applique immédiatement à en faire un mirage, un simulacre. Les figures de la pierre, dont voici quelques exemples, voilà quelques exemples de ce que Roger Caillois a pu voir dans les pierres. Un visage, un pseudo-visage anamorphe, merci, j'ai un souffleur, une entrée de grotte, un héros solitaire assez mystérieux, un monument funéraire, une calligraphie ou un oiseau. Toutes ces figures, Caillois les a bien vues, les a écrites, mais pour nous dire qu'attention, ce sont des pièges pour appâter l'imagination, une imagination qui est toujours prête à mordre à l'hameçon. Et cette expression « mordre », je l'emprunte également à Caillois. Breton est beaucoup plus à l'aise
est foncièrement optimiste. Il regarde les pierres comme il regarde l'objet trouvé. Il y voit la possibilité de résoudre quelques inconnus, non pas à l'échelle de la connaissance de l'univers, mais à l'échelle de la vie psychique du sujet. S'il y a chez les deux hommes sans doute une mystique matérialiste, la révélation n'est pas du même ordre. Dysphorique chez l'un, Roger Caillois, plutôt euphorique chez l'autre. La langue des pierres qui nous occupe ici peut en tout cas être entendue de deux manières. On peut d'abord considérer la langue que parlent les pierres et dont le poète ne serait qu'un interprète, un truchement, puisque les pierres sont des muettes absolues. Alors, il appartient au poète peut-être de savoir entendre et transmettre son message. Mais on doit évidemment considérer, dans un second temps, la langue forgée par ces deux poètes pour parler des pierres ou pour parler de la condition humaine ou d'eux-mêmes. La manière dont Roger Caillois dédicace à André Breton le premier recueil qu'il consacre aux pierres en 1966, un recueil, je le précise, dénué de toute illustration, nous donne un premier indice. Voici comment Roger Caillois dédie cet ouvrage. Pour André Breton qui aime les pierres, ses tentatives de description et ses confidences cachées avec l'estime et l'admiration de son fidèle ami Roger Caillois. Des confidences cachées, donc. Alors Roger Caillois ne fut jamais dupe de cette objectivité qu'il poursuivait comme l'antidote au poisson... Pardon, c'est le poisson soluble de Breton qui se glisse ici, comme l'antidote au poison de l'imagination. Décrire les pierres, c'est autant leur donner une voix que faire entendre, de manière clandestine, il est vrai, la sienne. C'est confier ses fantasmes, ses terreurs, ses mythes personnels et son rapport au monde. La question qu'on peut légitimement se poser à partir de là, c'est de savoir si ces pierres réfléchies, et j'emprunte cette expression à un titre de Roger Caillois, ont été pour les deux hommes un miroir du monde ou bien un miroir d'eux-mêmes. Est-ce que ces pierres qu'ils n'ont cessé de regarder, de décrire, a été pour eux une surface de divination, on pense plutôt à Breton, ou une surface d'introspection, ou encore, dernière possibilité, une surface de création. Alors j'aimerais, après avoir vu ces divergences et convergences, rentrer un petit peu plus dans l'univers de chacun de ces poètes. Tout d'abord, André Breton, et me demander avec vous de quelle pierre nous parle le poète surréaliste et surtout à quelle fin. Bien que ce soit, comme je l'ai dit dès le départ, à André Breton que j'emprunte l'expression « langue des pierres » et à cet article de 1957, j'ai été moi-même tout à fait étonnée de découvrir la prodigieuse diversité. Donc peut-être quand on est littéraire, on est vite ébloui par 10 noms de minéraux, mais j'ai été étonnée de trouver une grande variété dans l'œuvre de Breton et de constater que finalement, il les décrivait très peu. À aucun moment, on ne trouve une description suivie, approfondie, ou même un exercice d'interprétation face aux pierres. Et voici un exemple de toutes ces variétés que l'on croise dans l'œuvre de Breton. La labradorite, l'agate œillée, le feldspath d'Islande, le cristal de roche, la chalcédoine, l'agate mousse, l'obsidienne. Et pourtant, on est obligé de se poser une question. S'agit-il de choses ou de mots? Et vous voyez que j'ai donné une première partie de la réponse en voulant montrer que ce sont d'abord peut-être des mots. Mais je vais répondre à cette question peut-être de plusieurs manières. Les pierres dans l'œuvre du poète surréaliste sont d'abord des femmes, des agates fatales, qui débarquent dans certains textes au milieu d'un bal ou au milieu du rêve, comme dans ce texte automatique des années 20 dont je vous donne quelques phrases. L'agate est venue me prendre à 2 heures. Elle paraissait nerveuse et ses veines roses et bleues ne me donnaient d'autres pensées que celles que j'ai toujours. Puis un petit peu plus loin, l'agate parlait du bloc dont je l'avais détaché. Et, on ne sera pas surpris de lire cette phrase, j'aimais l'agate à cause de ses robes d'Amazone. Une agate qui disparaît avec le jour et le retour de la conscience. Le retour de la conscience, vous allez voir, ce sont les ouvriers qui arrivent, peut-être les ouvriers comme le lapidaire. L'agate disparut de grand matin, morceau par morceau, entraînée par les courants qui amenaient les ouvriers de la prudence avec leurs outils précieux. On peut se demander d'ailleurs, et je me suis demandé, si ces agates de l'écriture automatique des années 20 ne doivent pas quelque chose à l'agate
de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal. Donc je relis avec vous ces quelques vers. « Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ?» Alors, les pierres sont souvent évoquées dans certains textes des années 30, mais il faut l'avouer, elles sont rarement considérées pour elles-mêmes avant le voyage en Amérique. Je veux parler bien sûr ici des cubes de sel gemme photographiés au muséum par Brassailles et publiés dans la revue Minotaure pour illustrer La beauté sera convulsive en 1934. Eh bien, les cubes de sel gemme, comme l'aragonite, permettent à Breton de mesurer la pureté de l'œuvre surréaliste ou de mesurer la pureté de l'art. En somme, ils ont valeur d'étalon. Ils valent le diamant également comme emblème. Et il n'est pas du tout impossible que la présence du sel gemme chez les surréalistes, puisqu'on le retrouve aussi dans les textes d'Aragon, ce sel gemme qui désigne l'halite ou le sel fossile extrait des mines, il n'est pas impossible qu'il doive sa présence dans les textes surréalistes à une séduction opérée bien davantage sur l'oreille que sur l'œil. Et comme l'aimant, qui est un autre phénomène électif de l'auteur des Champs magnétiques, dont on vient de célébrer le centenaire, eh bien le sel gemme fait entendre une véritable morale de l'amour. Plutôt qu'à la roche fossile, il renvoie au pacte de celui qui a choisi de faire de l'amour la pierre de touche, et c'est une expression que j'emprunte à Breton, qui qualifie l'amour, la pierre de touche de son univers. Et donc on pourrait corriger l'adage cartésien en réécrivant « j'aime, donc je suis ». La véritable rencontre avec le minéral, elle a lieu pour Breton, comme d'ailleurs pour Caillois, en Amérique. Plus précisément, pour ce qui est du cas de Breton, pendant son séjour au Canada, sur les côtes de Gaspésie en 1944, face au rocher percé que vous pouvez voir à gauche, et j'ai choisi des photographies prises par Elisa Breton, la dernière femme épouse de Breton. La description de cet immense monolithe calcaire, en forme d'arche, dans Arcane 17, montre combien il est vraiment difficile pour Breton d'en rester aux apparences, de décrire ce monument naturel. Au contraire, puisque Breton a été une victime consentante du démon de l'analogie, il ne cesse d'en faire une espèce d'écran de projection et il y voit une véritable allégorie de l'histoire en marche de l'autre côté de l'Atlantique, là où l'Europe est encore en guerre. Mais surtout, sur cette plage de Percé, les agates brutes qu'il découvre en 1944 vont servir à repenser l'histoire du surréalisme, un art qui, je le rappelle, fait la part belle au hasard et au procédé de l'automatisme. Hasards qui président aussi aux phénomènes morphologiques et géologiques. Voilà ce qu'écrit Breton dans un texte qu'il consacre au peintre chilien Roberto Matta. À la grisaille croissante des œuvres réfléchies et construites, ce fut le premier geste du surréalisme d'opposer des images, des structures verbales, toutes semblables à ces agates. Voilà, ces agates que j'ai mis en regard ici du tableau de Matta qui illustre l'article consacré au peintre par Breton. Cet article, on le trouve dans Le surréalisme et la peinture. Et ce tableau, Locus Solus, j'avoue qu'il ne m'a jamais paru aussi bien placé que depuis que j'ai découvert les agates, certaines agates de la collection Roger Caillois. Puisque il m'avait toujours semblé que ce lien que fait Breton entre les agates de Gaspésie et la peinture de Roberto Matta avait plus à voir avec des éléments biographiques. Il se trouve qu'il se rapproche du peintre à cette époque-là et qu'il découvre les agates. Mais j'espère que tout le monde pourra voir comme moi qu'il y a une véritable harmonie chromatique et qu'on comprend finalement pourquoi Breton a pu rapprocher Matta et nous dire qu'il s'était jeté à l'agate. C'est néanmoins lorsqu'il acquiert l'auberge des Mariniers à Saint-Cyr-la-Popie que Breton devient un chercheur de pierres, un collectionneur de pierres, puisque avec ses amis surréalistes, il pratique un nouveau jeu qui est d'aller se promener le long des berges du Lot à la recherche de pierres admirables. Et
c'est donc, on peut le voir, plutôt une passion tardive chez Breton. Le texte Langue des pierres date de 1957 et il acquiert cette maison au début des années 50. On peut aussi ajouter que c'est une passion probablement assez tardive chez Caillois, qui raconte dans Le Fleuve Alphée sa rencontre manquée avec les pierres quand il était enfant en Champagne, dans une plaine sédimentaire. Et peut-être que François nous dira, m'expliquera pourquoi les rognons de Marcassite, même eux, n'étaient pas parvenus à le séduire. Breton écrit très souvent à sa fille Aube depuis sa maison de Saint-Cyr-la-Popie, et d'ailleurs l'image que l'on voit en haut à droite est une de ses cartes postales envoyées à sa fille, et il y évoque très souvent ces journées de collecte, heureuses ou malheureuses, selon qu'on a trouvé une pierre admirable ou une pierre qui l'est moins. Et le texte Langue des pierres contient d'ailleurs le témoignage de l'un des participants à ces journées de cueillette. Un témoignage d'ailleurs que Breton essaie de transformer en preuve qu'il existe bien une langue des pierres. Et voici d'ailleurs comment Breton conclut son article. Les pierres, par excellence les pierres dures, continuent à parler à ceux qui veulent bien les entendre. À chacun d'eux, elles tiennent un langage à sa mesure. À travers ce qu'il sait, elles l'instruisent de ce qu'il aspire à savoir. Il en est aussi qui semblent s'appeler l'une l'autre, et qu'une fois rapprochées, on peut surprendre se parlant entre elles. En pareil cas, leur dialogue a l'immense intérêt de nous faire transcender notre condition. Alors il suffit, pourtant, il me semble, de regarder les pierres qui illustrent le texte, Langue des pierres, et dans lesquelles Breton veut voir successivement, comme vous l'avez à l'écran, un sexe de femme dans un cerveau, une figure assise ou une grande tortue et un chef indien, pour comprendre combien les pierres de Breton parlent peut-être une langue moins communicable ou moins facilement communicable que celle de Caillois, et surtout, paradoxalement, cela permet de montrer que les pierres de Caillois offrent paradoxalement un meilleur accès à la poésie et au merveilleux que ces pierres que nous voyons là. Si, pour reprendre la formule de Breton, les pierres lui permettent de transcender sa condition, celles de Caillois lui permettent sans doute d'abord d'y revenir et de chercher dans la description minutieuse des pierres une poésie inédite. En gros, pour le surréalisme, le monde entier peut devenir matière à poésie. Pour Caillois, pour qui la poésie est une tentation honteuse, seule une matière désincarnée, sans vie, inerte, peut permettre d'y entrer. Donc, la suite de cette réflexion sera divisée en deux temps. Je vais essayer de voir avec vous le dilemme dont Roger Caillois est le siège entre expérience intellectuelle et expérience sensible, et puis la réconciliation qui s'opère entre langue des pierres et langue du poète. Alors, Roger Caillois ne parle pas d'une langue des pierres dont il entendrait l'appel, mais on peut dire que comme aucun autre, il les a fait parler, incapable de résister à ce qu'il appelait leur invite muette. Écoutons donc ce que nous dit la pierre quand par hasard elle se met à parler, car elle se met à parler une fois dans l'œuvre de Caillois. Alors c'est certes un texte marginal, et je ne veux pas lui donner plus d'importance qu'il n'a, c'est dans un texte qui s'intitule « Un caractère chinois », mais il me semble que ce texte est révélateur des contradictions qui assiègent vraiment Roger Caillois. Et peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse, il le dit, mais peu importe qu'il s'agisse de nodule à septaria, puisque de toute façon c'est la pierre qui parle, et lorsque la pierre parle, elle n'a pas besoin de se décrire. Et voici ce qu'elle dit. Je ne signifie rien. Puis elle ajoute, ma forme n'exige pas d'être déchiffrée. Elle n'a jamais servi à exprimer le moindre message. Si je mérite attention, c'est pour me trouver située à quelque carrefour de l'inextricable réseau. Il ne m'appartient pas d'en juger. C'est affaire au vivant, qui n'a rien de commun avec moi et qui me prête une voix par jeu ou par ruse. Il feint de réfléchir, de méditer sur moi, mais c'est lui qui le réfléchit, qui le reflète sur mon apparence. On le voit, la pierre est un nouveau mur de Vinci sur lequel l'homme projette toutes ses visions. Or, c'est ici à la pierre qu'il revient de désaffubler la nature des fables et des délires dont l'habille l'imagination. C'est à la pierre qu'il revient d'humilier, en quelque sorte, la pente de la rêverie, cette expression que l'on trouve souvent chez Caillois et qu'il emprunte à Victor Hugo. Et voici que Caillois, dans ce même texte, achevant de renverser la perspective, nous livre les interrogations auxquelles
se livre la pierre elle-même, devant cette tendance de l'homme tout de même à lui imposer ses visions. « J'ignore, dit la pierre. Il ignore sans doute aussi dans quelle intention il eut recours à pareil artifice. Je soupçonne qu'il a souhaité affirmer, lui l'inquiet, le prolixe, sa complicité avec moi qui suis pierre, et dessin dans la pierre, condamné au silence. » Et on ne peut manquer de penser à Francis Ponge qui écrivait, un an plus tôt, « Le monde muet est notre seule patrie ». Ce texte, en tout cas, permet de comprendre le dilemme qui habite Caillois. Accepter ou refuser de voir dans les pierres un alphabet, un paysage, c'est à chaque fois se retrouver piégé dans le dilemme entre savoir et poésie. Entre l'étude des mécanismes de l'imagination, une étude à laquelle peut s'intéresser un anthropologue, un sociologue, un mythographe, et l'expérience même de l'imagination qui, au contraire, est délirante, incontrôlable et qui serait celle du poète. C'est donc être écartelé entre la trame du songe et la chaîne du savoir, cette belle expression que j'ai voulu que nous ayons sous les yeux. La métaphore, les comparaisons sont partout pour celui qui observe la forme, la couleur, le grain des pierres, et pourtant, Caillois répète à l'envi qu'il les déteste, ces métaphores, lui qui voudrait faire de ces moments d'observation des exercices spirituels. Et le même qui affirme avec force « pierre, archive suprême qui ne portait aucun texte et qui ne donnait rien à lire », multiplie au contraire les exercices de ce que Breton appelle, lui, une minéralogie visionnaire. Caillois ne cesse d'écrire en poète dans le moment même où il refuse la poésie. Alors on peut se demander pourquoi il décrit ces pierres qu'il possède, qu'il peut regarder à loisir avec une telle minutie, avec une telle frénésie. À mon avis, moins pour, comme il nous le dit, approfondir les lois de l'unité du monde, que pour se livrer à une expérience de deux ordres, une expérience à la fois poétique et métaphysique. Il entend bien procurer, il le dit, il l'écrit dans son autobiographie, il entend bien procurer une manière de calque verbal. Et je trouve cette expression tout à fait intéressante. Il la glose encore en ajoutant qu'il cherche ces pierres à les dédoubler par le langage. Et voici comment il résume ce pari. Je cherche à donner à mes phrases même transparence, même dureté, si possible, pourquoi pas, même éclat que les pierres. Parler des pierres, c'est donc espérer, comme dans la pensée magique, s'en approprier les qualités, c'est être aussi, comme l'écrit Caillois, assuré de ne pas mentir. En gros, on pourrait dire trouver un espace de réconciliation entre poésie et vérité. Le langage des pierres opère en quelque sorte pour Caillois une réconciliation avec la poésie, ce qu'on peut voir déjà en 1966 dans cette note de bas de page, discrète, au début de Pierre, à l'évocation de cet archéologue spécialiste des lapidaires. Et j'y insiste, c'est vraiment en tout petit caractère, c'est bien caché. Je n'ai pas essayé, comme Fernand de Mély, d'identifier les minéraux dont il était question à ceux qu'énumère la nomenclature contemporaine. Je ne cherche pas à reconnaître des espèces, mais à rendre perceptible le ressort d'une fascination. Dans cette vision un peu hallucinée qui anime l'inerte et dépasse le perçu, il m'a parfois semblé saisir sur le vif une des naissances possibles de la poésie. Et l'expression mérite vraiment qu'on y prête attention, tant il me semble y avoir toujours quelque chose de natif dans les phénomènes que tente de circonscrire Roger Caillois. C'est comme s'il cherchait à rejouer l'évolution, mais à rebours. Et je rappelle ici que le terme nature qu'emploie très abondamment Roger Caillois renvoie en latin, naskor, comme en grec, avec la physis, à la naissance. Et donc, ces naissances possibles de la poésie, on voit qu'elles dialoguent avec ces naissances aussi, cette naissance de la vie. J'aimerais donc, pour finir, faire entendre quelques-uns de ces moments hallucinés où le poète, en véritable astrologue renversé, dirait Breton, l'astrologue cherche l'avenir dans le ciel, et bien l'astrologue inversé cherche à découvrir le passé dans les souterrains. Eh bien, j'aimerais donc faire entendre ces moments hallucinés où Roger Caillois essaye de saisir à la fois le mystère des origines, l'apparition de la vie dans la pierre, où une tache peut devenir une amibe, que la naissance de la poésie. Alors, il hérite de ce point de vue d'un tropisme qui me semble proprement surréaliste, qui travaille à réunir les contraires,
à brouiller les échelles, brouiller les limites entre le dehors et le dedans. Caillois s'enferme dans l'observation des pierres comme autant d'espaces qu'il retourne comme un gant. C'est une expression que je lui emprunte. Par exemple, les géodes de silice, dont il nous dit qu'elles sont en apparence grises et rugueuses, peuvent devenir des grottes inversées, merveilleuses, tapissées de cristaux, et l'on pourrait illustrer cette idée par cette pierre. C'est une illustration que je dois à François et qui ne figure pas, il faut le préciser, dans les ouvrages de Caillois. Je le préciserai à chaque fois que ce sera nécessaire. Il y aura une autre occurrence. C'est plutôt pour que nous ayons sous les yeux quelque chose qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il décrit. La description d'une agate, d'un jaspe, d'une hématite ou d'un cuivre acquiert, sous la plume de Caillois, l'autonomie d'un véritable poème en prose et permet à chaque fois, il me semble, d'illustrer cette conception d'un monde ramifié. D'une agate, par exemple, peut surgir un paysage brumeux, spectral. D'une calcédoine pourra surgir un oiseau précisément que Roger Caillois voit en train de naître. L'oiseau naissant, il écrit encore un oiseau en train de se libérer. Vous voyez l'aspect natif dont je parlais tout à l'heure. Ou encore, magnifique pierre et magnifique texte, d'un jaspe pourra naître un paysage organique, fait, et là je cite les mots de Caillois, de plèvres, de visages écorchés, de muscles à vif, de seins tranchés, de corps crucifiés par le courant. Autant de termes qui sont dignes, me semble-t-il, d'un texte d'Antonin Artaud, et le fait que Caillois qualifie la pierre, cette pierre, de tableau de schizophrène, me semble confirmer cette association possible. Comme dans un jeu d'agrès, on ne cesse de passer d'un règne à l'autre. C'est particulièrement notable dans le passage célèbre que Caillois consacre aux dendrites, ces cristaux qui, dans la pierre, appellent l'image du végétal. Dentelles de feuillage, chevelures de neurones, elles sont encore pour Roger Caillois comme des méduses ou évoquent le frêle éventail d'un lichen. Alors on le voit, le feuillage, les neurones, les méduses, le lichen, tout communie à l'intérieur de la pierre. Et de ces lois que l'on retrouve, d'un règne à l'autre, l'agate fournit d'ailleurs un parfait exemple. Et c'est une des raisons, je pense, qui explique que l'agate ait fasciné à la fois André Breton et Roger Caillois, même si François nous le confirmera, ce n'étaient pas forcément les mêmes agates. Voici comment Roger Caillois conclut la section qu'il réserve aux agates dans Pierre. Le cercle qui habite l'agate et la corsite, qui préside à l'aubier comme à la corolle, qui, du soleil à l'œil, circonscrit tant de contours, s'affirme jusqu'en ses profondeurs comme un des rares interlopes préposés au trafic entre les différents règnes. Là encore, c'est une illustration que je choisis de faire personnelle de cet extrait de Roger Caillois. La comparaison avec les interlopes, ces navires de contrebande, me semble ici intéressant parce qu'elle montre la faculté de transformer les observations du naturaliste ou du minéralogiste amateur en un véritable roman d'aventure. Ces cercles, ce sont comme des navires de contrebande qui permettent d'aller d'un règne à l'autre. Breton est sensible lui aussi au ruban interne de l'agate, mais il y voit plutôt que des cercles le reflet, je cite le texte, de son propre influx nerveux. Autrement dit, des décharges nerveuses, c'est-à-dire une autre arborescence, puisque un neurone est constitué d'une dendrite, au sens cette fois biologique du terme, qui rappelle, dans cette dendrite, qui rappelle le processus même de l'image surréaliste telle qu'a voulu l'illustrer André Breton dans L'Amour fou, et vous avez l'image qui est parue dans Minotaure à droite de l'écran. Alors on le voit bien, il y a un répertoire d'images communes aux deux hommes, mais l'agate semble être restée chez Breton beaucoup plus un écran de projection du désir. Qu'en est-il de l'agate à laquelle Caillois s'est jeté, pour reprendre l'expression étonnante de Breton, se jeter à l'agate comme on se jette au cou d'une femme fatale? La prédilection pour l'agate s'explique de deux manières, pour résumer, par le fait qu'elle soit à la fois rebelle à la non pas à la mélancolie, à la monotonie, et d'autre part parce que ces figures, nous dit Caillois, demeurent imprécises et ambiguës. Autrement dit, l'agate force l'imagination, puisqu'elle est imprécise et ambiguë, elle force l'imagination à un exercice de concentration contre une tendance spontanée à la dissémination, et il me semble qu'on peut trouver chez Roger Caillois la même ambiguïté par rapport à l'imagination qu'on trouverait chez Pascal.
Les textes que Caillois consacre aux agates, d'ailleurs, sont changeants et traduisent les deux versants de cette langue des pierres qu'il me semble inventer. On trouve, pour le dire vite, une langue baroque, proliférante, où l'on perd rapidement pied d'ailleurs, où tout devient spectacle et métamorphose, et il utilise même cette image du théâtre, comme si nous étions face à une pierre, face aux minéraux et aux roches, face à ce qu'il appelle un imprescriptible théâtre. Autrement dit, l'analogie y règne en maître. Et puis à côté de cela, on trouve une langue acérée qui ne parle que d'angles, de quadrilatères, de losanges, et s'applique en quelque sorte à éteindre le feu que l'analogie y a fait naître. Plus on avance dans l'œuvre, plus la langue des pierres, cette langue, nous dit Caillois, des signes enfermés dans la nuit et le silence des minéraux, et bien plus la langue des pierres communique avec la langue du poète. Et ce sera mon dernier exemple. Un exemple que j'emprunte à cet ouvrage, Pierre réfléchit, parce que le poète s'y représente non seulement en train de faire tourner entre ses mains une plaque d'agate, comme une lanterne magique dont on profiterait des différentes fantasmagories, mais aussi il s'y représente en train d'écrire. Et donc c'est le deuxième extrait un peu long que j'ai choisi de vous lire. J'apprends vite à gouverner le prodige. Des deux mains, j'imprime un rapide mouvement d'hélice à la plaque qu'elles tiennent et font osciller. Alors, comme aiguille affolée, un éclair bondit sur le cadran muet. Il bascule, déferle à la poursuite d'une brève splendeur, avide de la rejoindre et de tout embraser d'une seule réverbération. Il illumine, il éteint, il laisse la surface balayer tour à tour couleur de miel et couleur de lavande. Il l'ensoleille un instant avant de faire tomber sur elle une brusque nuit, comme les intermittences réglées d'un phare tournant. Ou, si je choisis d'être lent, la nappe obscure fait sa ronde sur l'agate, comme sur la ferveur des blés, l'ombre cyclique d'un rapace aux aguets, tache immobile dans le ciel et foudre imminente. Incendie d'un moment, les teintes ne s'éveillent que par fulguration captée au passage. La plaque elle-même est incolore. Je la pose sur la page où j'écris, elle laisse passer mon regard. Je lis sans peine les lignes que je viens d'y tracer. Elle ne les annule ni ne les trouble. Les frissons de moire, les ellipses fluides sans cesse abolies et déployées, tantôt sont aspirés par un entonnoir, tantôt s'allongent en ruban sans fin. La houle d'une moisson émue par une haleine, les va-et-vient des courbes closes puis dénouées ne sont rien qu'un sortilège. L'urine ou la tisane blonde et solaire, le myosotis du songe. Alors on ne peut trouver aveu plus clair, me semble-t-il. La langue des pierres a cessé d'annuler et de troubler la langue du poète. Elles font désormais corps. En posant la plaque d'agate transparente sur la page blanche, Caillois semble réaliser à la lettre ce calque verbal qu'il évoque à la fin du fleuve Alphée. Et j'en profite pour préciser que ces deux pierres que j'ai choisies en illustration à gauche, c'est sur la suggestion de François, c'est une proposition d'illustration puisque Pierre réfléchit, dont j'extrais ce texte, ne comporte aucune illustration et c'est un jeu dont nous aurons peut-être l'occasion de parler, ce jeu d'enquête. Pour conclure, totem, talisman, miroir, œuvre d'art, palimpseste ou vision en coupe de l'univers, André Breton et Roger Caillois ont pu trouver auprès des pierres un système de signes, sinon toujours à déchiffrer, au moins toujours à interroger, et toujours passionnément. Breton trouve dans les pierres un prolongement de la poésie par d'autres moyens. Caillois y trouve la certitude de sa finitude, mais aussi un mode de participation actif à cette nature labyrinthe, comme s'il devenait un guetteur posté à l'un de ces carrefours. On pourrait dire devant les descriptions des pierres auxquelles se livre Caillois ce que Breton disait des descriptions naturalistes. On y est et on n'y est pas. Et je me demande si Caillois, qui pratiqua comme les surréalistes la décalcomanie, cette technique qui consiste à presser des taches d'encre entre deux surfaces, n'a pas gardé quelque chose de cette langue minérale émancipée des pierres qu'inventèrent les surréalistes qui se mirent à décrire les aventures de l'encre. De la même manière que Caillois voyait dans les dendrites où jamais aucune sève ne coula, de la même manière qu'il y voyait la quintessence du végétal, eh bien la langue des pierres pourrait bien avoir trouvé sa plus belle expression en dehors des pierres. J'en veux pour preuve
Ce recueil d'images, publié en 1945 par José Corti et intitulé « Rêve d'encre », recueil qui était accompagné de textes de Paul Éluard, René Char, Julien Gracq et Gaston Bachelard. Et voici ce que le philosophe de l'imagination et épistémologue écrivait de cette langue devenue un idiome partagé, mais émancipé des pierres. L'encre se met à dire noir sur blanc ses poèmes, se met à dessiner les formes du lointain passé de ses cristaux. Le monde immédiat de l'encre, c'est tout naturellement le monde minéral, le minerai retrouvé. Que chacun des lecteurs qui lisent les signes, choisisse donc ici le minerai de son propre destin, le marbre, le jaspe, l'opale, que chacun trouve la grotte où végète la pierre qui lui est conjointe, que chacun ouvre la géode, qui est le cœur secret caché sous la froideur unie du galet. La langue des pierres avait donc de beaux jours devant elle. Merci Émilie, c'est fabuleux. Merci pour tous ces détails. Ce qui me vient tout de suite, alors en plus des nombreux points que vous avez évoqués, et cette magnifique mise en parallèle entre André Breton et Roger Caillois qui est infiniment riche, c'est qu'on a vu beaucoup d'études de texte ou d'études de l'œuvre de Roger Caillois, mais il y en a eu très très peu sur les pierres. Et à ma connaissance, vous êtes l'une des très rares à avoir décortiqué justement avec toute cette contextualisation par rapport à ce Paris des années 30 et postérieur, tout ce travail qui met en lumière donc justement ces inspirations, ces émotions que vous avez traduit. Dans beaucoup d'ouvrages sur Roger Caillois, on s'est focalisé sur les autres grands thèmes de Roger Caillois, le jeu, le fantastique, la pieuvre, ils sont très très nombreux, mais sur les minéraux, il m'avait semblé avoir lu très peu de choses. On avait l'impression que beaucoup de littéraires avaient presque du mal à s'approprier ce monde minéral, peut-être justement avec ce vocabulaire scientifique sur lequel on pourra revenir. Est-ce que Caillois l'a vraiment refusé ou l'a intégré? Il y a effectivement peut-être quelque chose d'assez ambivalent aussi chez Roger Caillois, un peu comme ces diagonalités entre les formes abstraites et les formes organiques. Vous l'avez très bien montré. Et qu'est-ce que ça vous a... Est-ce que vous avez justement senti que vous étiez peut-être une pionnière dans ce déchiffrage du monde minéral par ces deux auteurs? Alors, déjà, il est toujours très dangereux de se dire pionnier ou de se croire pionnier. Alors, non, il se trouve que il y a eu un numéro spécial de la revue Sud dont le sous-titre est... oui. Ne me revient pas, mais minéral minimal, quelque chose comme ça. Minimal, oui. Il y a eu aussi un bel article d'Odile Felgine, mais alors, donc là, non, je n'ai pas la paternité de cela, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire, parce que Caillois, je pense qu'on ne peut s'empêcher d'aller y chercher les idées. C'est-à-dire que c'est un formidable penseur, théoricien, extrêmement érudit, et que la tentation, c'est toujours de l'étudier comme un grand essayiste. Et voilà. Même lorsque l'on accepte de voir ce qu'il a fait des minéraux, c'est vrai que moi-même, je n'ai jamais croisé d'études, mais sont peut-être qu'elles existent, qui traitent de ces textes comme de véritables poèmes en prose. Oui, clairement. Et donc, de ce point de vue, peut-être, si je peux avoir apporté un petit quelque chose... Et puis, il y avait, je ne sais plus s'il y avait une autre partie de la question, mais je l'ai oubliée. Peut-être, mais moi aussi. Mais effectivement, où vous avez... non, vous nous montrez vraiment tous ces aspects en regard. Je crois que ce qui va vraiment aussi... et même si ça a dû être effectivement étudié dans le passé, c'est ces parallèles entre André Breton et Roger Caillois. On le met toujours, on décrit très très souvent, je trouve peut-être même trop souvent, Roger Caillois tout de suite d'emblée par rapport au surréalisme. Mais comme si que c'était, mais vous l'avez rappelé, ça a duré 6 mois. Non, ça a duré 2 ans. À 2 ans, un petit peu plus, oui, un petit peu. Mais bon, c'est vrai que voilà. Mais donc ça a été relativement court. Et puis après, on a l'impression qu'effectivement, si même Roger Caillois n'a jamais réellement oublié André Breton, et vous le dites très bien, après, on a l'impression que les deux chemins se recoupent plus
autant que cela, et notamment sur les minéraux, mais en fin de compte, il n'en est rien. Les photos que vous avez montrées sont, notamment, on les voit tous les deux en train, à peu près à une époque très comparable, en train de tenir effectivement une agate œillée, effectivement très comparable. C'est très étonnant et il m'a pas semblé avoir vu ça dans. Non. Oui, auparavant, c'est une très belle découverte. Peut-être qu'on pourra. Ma découverte reste d'avoir juxtaposé cette deux confrontation, photos. bien sûr. Au moins, j'ai trouvé ça. Les clichés étaient connus, mais la confrontation est vraiment, pour utiliser un mot de Caillois, frappante. J'ai été aidée par le fait qu'ils avaient exactement la même posture sur la photographie. Et avec une bibliothèque par derrière. Oui. Donc avec justement leur environnement de production, entre guillemets. Et alors, on voit effectivement une grande dichotomie entre les minéraux d'André Breton, qui sont des minéraux, je dirais, qu'on retrouve sur la plage, qu'on a tous collectionnés dans notre enfance. Et puis, Roger Caillois, effectivement, avenue Floquet, dans ce cadre... Floquet, excusez-moi. Donc, dans ce cadre, effectivement, plus bourgeois, plus posé. Et effectivement, on a on a le minéralogiste, entre guillemets, enfin il se disait minéralogue ou minéralologue, je ne sais plus, qui est un nom assez désuet. J'ai été tout de suite dans le dictionnaire pour aller voir parce que effectivement, en fait, quand il sous-entend minéralogiste, et alors que effectivement pour nous, on voit plutôt je dirais pas quelqu'un qui a effectivement travaillé sur les minéraux en tant que tel, mais le collectionneur de minéraux. Mais on entend philologue aussi, peut-être, dans minéralologue ou minéralogue, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il y a cette terminaison « og » que j'ai trouvée assez rigolote. Peut-être que c'est pour justement vous laisser à vous le statut de minéralogiste et se situer toujours un petit peu dans un pas de côté. Oui, alors c'est dans la fameuse interview avec José Marchand, et dans lequel après il le définit plus, je crois qu'il le disait vraiment, justement José Marchand lui pose la question, et il le définit aussi comme quelqu'un qui étudie les pierres. Donc il y a chez Roger Caillois ce côté du professeur, de l'enseignant, qui veut essayer de effectivement donner des sortes de cours, des leçons de minéralogie à travers ses poésies. Il y a toujours cette tentation-là chez lui, hein. Enfin, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il y ait la tentation... Il y a ce côté un peu professoral. Oui, autoritaire qui lui a été... Et il a aussi son côté autoritaire et dogmatique que Victoria Ocampo lui a souvent reproché. Et il s'est un petit peu assoupli. Et est-ce qu'on retrouve ce côté professoral, y compris avec ses plongées, enfin je crois que vous l'avez dit, mais avec ses plongées, ces plongées dans la science que Roger Caillois quand même essaye de vouloir faire quand il parle de l'eau dans les agates, il remonte dans les âges de la Terre, enfin il essaye de revivre la fresque géologique devant cette agate qu'il a entre les mains. Est-ce qu'on retrouve justement ces mécanismes de pensée chez André Breton ? Ah, chez André Breton, alors non, peut-être que chez les artistes surréalistes, notamment ceux qui ont travaillé autour de cette technique des décalcomanies, il y a eu dans la continuité du biomorphisme des années 30, l'envie de supprimer toute médiation, ne serait-ce que le pinceau du peintre, et d'en revenir à des techniques sans médiation du moindre outil, où c'était les processus naturels qui étaient mis à l'œuvre. Et donc, ce qu'on trouve chez les artistes surréalistes, c'est une réflexion plutôt chimique pour retrouver, c'est pour laisser parler la matière elle-même. Mais chez Breton, la réflexion géologique, non, tout de suite, il va du côté des occultistes. Oui, c'est l'histoire des haricots sauteurs, quelque part. On va garder une sorte de mystère. Mais disons que comme il s'y intéresse davantage après la guerre, après la Seconde Guerre, et que ses influences... Sur les pois sauteurs ? Non, mais les pois sauteurs, c'est encore autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais en termes d'intertexte et son intérêt pour la géologie, il transite par les occultistes. Ah après. Oui, d'accord. Donc voilà, du coup, très peu par la science. Mais en tout cas, pour cette question des plongées dans la science, je pense que vous et moi, on n'a sans doute pas la même lecture de Caillois, et que peut-être vous y traquez tout ce que vous connaissez. C'est le défaut de chacun, et que moi, finalement, j'y vois assez peu de science,
et que vous en voyez peut-être, alors je ne sais pas, c'est à mon tour de vous interroger sur est-ce que parfois vous sentez l'amateur un peu balbutiant, ou est-ce que vous sentez... Alors, en tout cas, pour en revenir à Roger Caillois, oui, on voit quelqu'un qui essaye de se parfaire dans la connaissance du monde minéral via une collection d'amateurs. Mais étant donné qu'il est passé par un circuit éducationnel, académique, classique, différents grands lycées parisiens et d'autres, il y a toujours cette volonté justement comme on le disait un peu tout à l'heure, d'être un peu professoral, de maîtriser le discours de la poétique, le discours du texte, mais aussi les mécanismes qui ont formé ce minéral. Alors on voit chez Roger Caillois toujours cette ambivalence, ou en tout cas ce désir de vouloir connaître certains aspects de la formation, de la constitution de ces objets, de ne pas les voir comme purement statiques. Notamment dans Pierre, il y a des descriptions qui pourraient être extrêmement statiques, notamment sur la forme du cercle, du cube, sur les formes simples. Mais il est tout à fait à cette époque où en parallèle des sciences comme par exemple la pétrologie, qui était une simple description des pierres, pétrographie même plutôt, c'est plutôt pétrographie, pardon, ça avait commencé bien avant, mais vraiment ce discours scientifique commence à être vulgarisé de plus en plus et accéder les autres couches de la population qui ne sont pas les couches universitaires ou académiques. Vous parlez de couches comme des couches minérales, c'est le défaut de... Oui, peut-être. Voilà, d'autres sphères, si vous voulez, et où on essaie plutôt de comprendre les mécanismes. Alors, c'est une évolution en sciences de la Terre qui a eu lieu qui a eu lieu dès le départ de l'humanité. On a essayé de savoir comment les choses se sont formées, mais le discours s'est énormément structuré, notamment au XXe siècle et à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit ce discours devenir de plus en plus pédagogique au niveau des amateurs et des collectionneurs. J'ai bien connu cette période-là, je m'en rappelle bien, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en France, on était extrêmement en retard dans la publication des livres, des guides de minéralogie, des guides à destination des collectionneurs. Et on sait que Roger Caillois, il en avait un qui était le seul guide qui avait été traduit dans les années 70. Traduit de quelle langue ? De l'anglais, comme par hasard, donc de la langue vraiment où depuis les années 30 ou 40, il y avait plusieurs guides de minéraux plutôt que de minéralogie, c'est-à-dire comment faire une collection de minéraux et comment lui donner un sens d'un point de vue scientifique. Et on voit qu'il a fallu attendre que ce livre soit traduit en français pour que déjà cette science, la minéralogie, sorte un peu de sa tour d'ivoire, peut-être qui était peut-être beaucoup cantonnée ici au muséum et à l'université, et à se propager justement dans le milieu des amateurs. Et on le voit très bien chez Roger Caillois, l'influence, enfin personnellement je la ressens parce que j'ai découvert ses livres, notamment le Guide des minéraux de Frédéric Poug, qui est un livre vraiment central, qui articule vraiment la pensée minéralogique au niveau des amateurs dans les années 70. C'est vraiment un tournant, puisqu'après tous les autres éditeurs vont comprendre qu'il y a une sorte de filon éditorial de ce côté-là et se mettre à publier plein de livres. Et on voit bien chez Roger Caillois l'influence indirecte, justement, notamment sur l'apport du triangle, la symétrie d'ordre 3, sur lequel Roger Caillois parle beaucoup. Alors, c'est des mots un peu compliqués comme ça, c'est très austère, mais on sent que Caillois a dévoré justement certains chapitres de ses guides des minéraux. Donc il y a toujours cette attraction par justement ce discours, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu un accueil très chaleureux de la part de mes prédécesseurs au muséum, notamment Henri-Jean Choubnel, qui l'a justement, qui l'a, à l'instar de Jean Vendôme d'ailleurs, qui dès les années 70 ont compris l'importance non seulement minéralogique des textes de Roger Caillois, mais leur importance littéraire.
Donc il y a toute une évolution de cette perception chez Roger Caillois, de entre ce monde qu'il connaît très bien de la poésie, de la littérature, mais il y a toujours cette volonté d'aller quand même voir aussi du côté de la minéralogie, ou comme il dit, en tant que minéralogue, mais je crois qu'il faut surtout y voir le collectionneur de minéraux, plus qu'autre chose. Oui, parce que moi j'entends ça et je pense à... Je n'ai pas parlé de... Donc j'en ai pas parlé faute de documents. Il y avait l'avenue Charles Floquet et puis il y avait aussi Vichy. Voilà, le domaine de Valbois où, paraît-il, il y avait une pièce entièrement dévolue aux pierres, tendue de velours bleu, qui ressemble vraiment à une crypte, et donc sa mystique matérialiste, dont il précise bien que c'est... Et ça, c'est exactement commun à Breton. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est presque ce qu'on appelle, nous aussi on a des mots savants, ce qu'on appelle un oxymore, et donc cette mystique matérialiste, on a du mal à l'imaginer, mais c'est parce qu'à chaque fois chez les deux hommes, il y a cette espèce d'élan, de stupeur un peu devant certains phénomènes, mais comme ils refusent tout surnaturel, tout quoi qu'en dise Jean Clair, et qu'ils veulent une immanence parfaite, et bien en fait, voilà, il y a toujours cette volonté de revenir vers un matérialisme, mais il me semble qu'il y a cette même ambiguïté chez les deux hommes, en tout cas. Oui. Et donc, imaginer, je crois avoir lu dans la biographie d'Odile Felgin que quand tous les invités l'ennuyaient, il allait se réfugier dans sa petite pièce tendue de velours bleu. Oui, on imagine très bien la scène. Et il y a aussi quelque chose qui me trouble beaucoup quand on parle de Roger Caillois et des minéraux. On se focalise beaucoup sur cette magnifique introduction à Pierre, où justement il dit je parle de ces pierres que grosso modo tout le monde dédaigne, y compris même le passant qui est sur le chemin et qui n'ose même pas les regarder. Ça me fait... C'est assez étonnant parce que chez Roger Caillois, peu de temps après Pierre, il va y avoir une énorme métamorphose, me semble-t-il, chez Roger Caillois avec la connaissance de Jean Vendôme, qui est un joaillier français, parisien, qui est considéré comme le père de la joaillerie contemporaine, c'est-à-dire que Jean Vendôme sera le premier à sertir dans ses bijoux des cristaux naturels ou en tout cas des agates très peu polies, comme celles que Roger Caillois collectionnait, et même peut-être comme celles que André Breton collectionnait. Et il va y avoir vraiment une métamorphose chez Roger Caillois parce que sans dire qu'il va se renier, il va simplement enrichir sa palette de couleurs, de formes et d'acceptabilité dans les pierres, en passant au fur et à mesure que sa collection va s'enrichir, que ses textes vont se complexifier, il va justement passer à des pierres précieuses, entre guillemets, des pierres sublimées, des pierres presque d'apparat. Et elles deviennent, justement, il y a de moins en moins de ces pierres de bout de chemin, et il y a de plus en plus de ces pierres sacralisées. Oui. En plus. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, parce que comme vous avez regardé des archives, ce que vous dites me fait penser à une chose, et puis vous réceptionnez aussi la dation Caillois, ces pierres qui étaient parfois encadrées ou sur socle. Ah oui, ah oui. Oui, alors effectivement, on voit aussi quelque chose d'assez étonnant, notamment pour une qui est un calcaire de Toscane qu'on appelle un lineato, c'est-à-dire pour décrire la pierre, c'est une tranche très fine qui doit faire une vingtaine de centimètres de haut, une dizaine de centimètres de large, qui est dans les beiges, avec des sortes de striures noires un peu confuses, au milieu d'un espèce de brouillard gris tout aussi confus. Et effectivement, il décide de l'appeler le portrait et il l'encadre.
Et dans l'écriture de Pierre, il dit qu'effectivement, c'est sorte, dites-moi si je me trompe, sorte d'analogue de collectionneur de minéraux, descendant d'un escalier de Marcel Duchamp, 1912. Et figurez-vous que c'est moins arbitraire qu'on pourrait le penser, parce qu'avant de lire les lignes en question, j'ai eu l'impression, moi, de voir un nu descendant l'escalier. Vous l'avez parce vu, que, oui, je l'ai vu. Je pense que tout le monde ne doit pas quand même le voir. Et, il faut le connaître. Voilà, pour le reconnaître, il faut le connaître. Et voilà, c'est ça. Et effectivement, et on tombe aussi. Alors, il y a plusieurs autres objets justement qu'il a mis en scène, hein, justement, via certains soclages qui sont assez étonnants. Il y a plusieurs quartz qui ont été soclés d'une manière bien particulière. Et mon travail ici, c'est de bien être sûr qu'on va présenter ces minéraux de Roger Caillois dans le bon sens. Parce qu'une agate peut être mise dans plein de sens différents, et en plus on peut la retourner. Donc ce qui fait qu'il y a une infinité de positionnements différents. Et les images que vous avez montrées, notamment de Roland Minert ou de Sophie Bassouls, montrant Caillois dans son intérieur, un peu à la manière effectivement du mur d'André Breton, les parallélismes sont vraiment étonnants, nous aident beaucoup à retrouver justement ces configurations initiales, puisqu'on essaye de ne pas vouloir trahir, parce qu'on essaye de ne pas se projeter dans Roger Caillois, enfin de ne pas projeter ses propres envies, ses propres rêves dans Roger Caillois, de façon à le transcrire le plus neutrement possible. Oui, d'ailleurs, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur... On sait que dans l'écriture des pierres, certaines pierres ont été baptisées, nommées par Caillois, et que certains titres pourraient être dits apocryphes. Au nom de quoi on a pu s'autoriser à renommer des pierres qui n'avaient pas de nom ? Vous me dites si... Oui, effectivement. Il y a un exemple. Quand je suis arrivé au muséum, moi, j'étais assez perplexe devant certains noms de minéraux qui avaient de la dation Caillois que nous avions reçue en 1988, enfin, surtout mon prédécesseur, encore une fois, Henri-Jean Chouvenel. Et il y avait certains noms qui étaient un peu troublants. Moi, j'ai trouvé presque trop simple pour être vrai. Et effectivement, je crois que plus j'avance, plus je me rends compte qu'effectivement, il y a eu peut-être nous-mêmes, minéralogistes, on a à faire notre mea culpa. On n'est peut-être pas aussi précis que des historiens de l'art au niveau justement des nomenclatures et des noms de choses, et qu'on a eu peut-être une certaine désinvolture. Le démon de l'analogie se serait saisi des minéralogistes eux-mêmes. Presque un anthropomorphisme direct, une projection. Vous parliez de pierres réfléchissantes. Là, je crois qu'effectivement, on avait des miroirs absolus. Et effectivement, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est une calcite que nous avons dans l'exposition Trésor de la Terre, là, juste en dessous. Je crois qu'on est juste positionné juste au-dessus de cette agate, une magnifique agate blanche du Mexique, et qu'on m'a toujours présentée comme s'appelant la Vierge à l'enfant. Et en fin de compte, on sait que c'est pas du tout ça. C'est en fait l'officiant ou prêtre de No, c'est-à-dire un officiant, un prêtre dans la culture japonaise. Donc on est pas du tout sur les mêmes choses, on n'est pas du tout sur les mêmes terminologies. Et question toute bête, comment vous en avez eu la preuve ? Eh bien, simplement en lisant un peu plus, oui, c'est une bonne question, en lisant un peu mieux Pierre. Pourtant, je l'avais lu et relu, et il arrive à m'en... Non, c'est pas dans Pierre, c'est dans Pierre réfléchi. Oui. Exactement. Il y a un texte qui s'appelle... C'est en lisant mieux Pierre réfléchi que, ben oui, évidemment, c'est facile de retrouver la pierre. Effectivement, il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a un autre qu'on a appelé... d'autres qui ont perdu leur nom aussi, c'est vraiment dommage. Et pour donner un exemple de choses compliquées, il y a un quartz rose entouré, un quartz noir entouré de cristaux de quartz rose qui vient d'une mine du Minas Gerais au Brésil, et que Roger Caillois a nommé, alors c'est très énigmatique, mais c'est tellement lui, le sexe 1, le charme discret d'un bijou noir et rose. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez consistant, d'assez riche. Il y a plein d'idées il y a des couleurs, il y a des descriptions organiques, il y a une notion de bijou qui apparaît. Donc on voit qu'il y a déjà une pléthore d'idées, et ça on retrouve son écriture, hein, où les idées s'amoncellent à la grande vitesse.
Et ça donne, on n'a pas trop le cheval, le chat, l'oiseau. Enfin, si l'oiseau on l'a, il est naissant, et puis il y a tout un texte derrière. Il y a rarement ces choses aussi simples. Et quand je suis arrivé, j'ai vu trop de noms qui étaient très simples. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir une certaine, et de moi y compris, et de moi d'abord peut-être, bien que j'étais pas là lorsque la Nation est arrivée en 88, mais trop effectivement de projection de soi dans Kaiwa. Et depuis qu'on travaille au muséum, depuis ces dernières années, effectivement, on essaye d'avoir une démarche d'historien de l'art, qui est une chose très, très mystérieuse pour nous, et justement de retourner aux sources et essayer d'avoir un travail d'archive et de fidélité au texte tant bien que mal. Est-ce que je peux vous poser une dernière question qui là nous éloigne un petit peu, mais tout simplement, est-ce que vous, en tant que minéralogiste, vous êtes appelé dans votre travail à donner parfois des noms qui sont un peu... Voilà, enfin, là on parle de la collection Kaiwa, mais est-ce qu'il vous arrive parfois de nommer Oui, parce que là, c'est une très bonne question aussi, parce que il y a beaucoup de tentations, notamment chez le monde des amateurs de minéraux, de faire du Kaiwa. Ça, c'est aussi une autre forme de projection. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris, d'ailleurs, le sens des pierres de rêve chez Kaiwa. On regarde sa poésie, c'est pas simplement une pierre où on voit un paysage. Kaiwa va beaucoup plus au-delà de ça. Et effectivement, il y a toujours, nous, cette habitude chez nous, dès qu'on voit une pierre qui ressemble à quelque chose, de tout de suite lui donner un nom relativement matérialiste. Je pense notamment à une calcite qu'on a récupérée il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est une sorte de cristallisation de calcite un peu tordue, en forme peut-être d'une lettre d'un alphabet inconnu, qu'on a appelé un pistolet parce qu'elle ressemblait à un pistolet. Et là, je crois qu'on fait du pseudo-Kaiwa, voire du faux Kaiwa, parce qu'on n'y est pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais il y a toujours cette tendance, oui, de mettre des noms. Même entre vous. Même entre nous, et même de façon un peu officielle, même dans les catalogues, quelquefois, c'est enregistré en tant que tel. Je veux dire, il y a aussi une raison, c'est que ça parle à notre grand public. Beaucoup. Quand, vous savez, c'est un peu comme on fait des visites de grottes avec des stalagmites. Ça m'énervait beaucoup quand j'étais petit, mais on essaye toujours d'y voir des Saintes Vierges dans telle stalactite ou des renards à la guet dans d'autres stalactites. Je crois qu'il y a l'idée aussi de mettre des mots qui permettent aux gens de mieux s'approprier le monde minéral, qui est peut-être un monde qui n'est pas très bien connu en France, à l'instar d'autres pays comme, je dirais, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, où le monde minéral est très connu, le monde des mineurs fait partie de l'univers culturel. C'est pas les mineurs en France, c'est Zola, forcément, alors que dans les autres pays... En Allemagne, c'est le romantisme allemand. C'est le romantisme allemand, c'est Sturm und Drang, c'est le Gluckauf, c'est plein de choses extrêmement fortes qui font partie de l'ADN culturel depuis des millénaires, alors que chez nous en France c'est beaucoup plus difficile. Donc ça permet de peut-être donner certains codes de lecture, certainement peut-être très primitifs, mais qui permettent aux gens de certains publics de s'approprier mieux le monde minéral. Voilà, c'est peut-être ce qu'on appelle la com de nos jours. Après la poésie. Merci François. Merci beaucoup Émilie. C'était un plaisir de vous avoir ici pour donner cette version si riche des écrits de Roger Kaiwa, mais aussi d'André Breton, et ce parallélisme vraiment étonnant. Merci au Muséum de m'avoir accueilli.